Le domaine de loi, c'est quoi? Le domaine de loi, c'est, on entend par ça, tout simplement c'est les matières. Les matières dans lesquelles peut intervenir le Parlement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez ce qu'on entend par les matières dans lesquelles peut ou doit intervenir le Parlement? C'est-à-dire tout simplement les matières dans lesquelles le Parlement peut quoi? Parce qu'on dit peut intervenir. Les matières dans lesquelles peut intervenir le Parlement. Donc les matières dans lesquelles peut légiférer. Les matières dans lesquelles le Parlement peut légiférer. Voilà ce qu'on entend simplement. Le domaine de la loi. Le domaine de la loi, c'est, on entend par le domaine de la loi, l'ensemble des matières dans lesquelles peut intervenir le Parlement. L'ensemble des matières dans lesquelles peut légiférer le Parlement. Et ces domaines-là, c'est différents domaines. C'est différentes matières dans lesquelles peut intervenir le pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement. Toutes ces matières-là sont indiquées. Elles sont indiquées dans la Constitution. Elles sont indiquées dans la Constitution. C'est-à-dire les matières dans lesquelles peut intervenir le Parlement, elles sont indiquées à titre limitatif dans la Constitution. Quelles sont ces matières indiquées dans la Constitution à titre limitatif? Est-ce que vous comprenez parce que je dis ces matières-là, c'est-à-dire les matières dans lesquelles intervient le Parlement, sont définies, sont indiquées, sont définies à titre limitatif dans la Constitution. Vous comprenez ça ou pas? Sont définies à titre limitatif, c'est-à-dire c'est la Constitution qui en parle. Cette notion qui en fait état. Et quelles sont ces matières-là? Il y a plusieurs matières. D'abord, il y a les matières dont fait état l'article 71. L'article 71, il y a plusieurs matières dans lesquelles peut intervenir le Parlement, dont fait état l'article 71. L'article 71 parle de 26 matières, de 26 domaines. Dans lesquels peut intervenir le Parlement, peut légiférer le Parlement. Parmi, par exemple, ces matières dont fait état l'article, vous trouvez ça, toutes ces matières-là, dans le Code commun, dont fait état l'article 71. Je vous donne tout simplement quelques exemples de ces articles, de ces matières dont fait état l'article. Le 71. Par exemple, la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables. La procédure pénale, etc. L'organisation judiciaire, etc. Donc, tout simplement, là, j'explique, je ne vais pas énumérer toutes les matières dans lesquelles peut intervenir le Parlement, il y en a beaucoup. Il n'y a pas seulement que les matières dont fait état l'article 71, il y a d'autres articles dans la Constitution, bien sûr, qui définissent les autres matières dans lesquelles peut intervenir le Parlement, les autres matières dans lesquelles peut légiférer le Parlement. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, parmi les matières dont fait état l'article 71, je peux, par exemple, vous citer la détermination des infractions et des peines qui leur sera applicable. Qui détermine les infractions? Les infractions. Qui définit les infractions?
Qui? Donc on n'avait rien compris. On n'avait rien compris. Qui définit les infractions? C'est le Parlement. Qui définit les sanctions applicables aux infractions. Les sanctions. Qui détermine les sanctions pour les infractions? Ce n'est pas le gouvernement, bien sûr. C'est le Parlement. C'est lui qui détermine, qui définit bien sûr les sanctions applicables aux infractions. Voilà l'un des domaines d'intervention, du Parlement. C'est-à-dire un domaine dans lequel le Parlement légifère. La détermination, c'est le Parlement, bien sûr, qui détermine les infractions, qui détermine les sanctions applicables à ces infractions. Parmi comme je l'ai dit, je ne vais pas énumérer toutes les matières dans lesquelles peut intervenir le Parlement et dans fait état la texte 71. J'ai dit tout simplement, je citerai quelques matières dans lesquelles le Parlement peut intervenir, peut légiférer. Par exemple, la création des établissements publics. La création des établissements publics, qui a le droit de créer les établissements publics? C'est le Parlement, bien sûr, c'est le Parlement. Et aussi la nationalisation des entreprises privées et la privatisation des entreprises nationalisées. Donc, c'est le Parlement qui a le droit de procéder à la nationalisation des entreprises. Et aussi le transfert de ces entreprises au secteur privé. C'est le Parlement qui a le droit. Donc voilà une autre matière, un autre domaine dans lequel peut intervenir le Parlement. Voilà, comme je dis, il y a, selon de l'article 71. L'article 71 fait état d'un ensemble de matières dans lesquelles peut intervenir le Parlement, dans lesquelles peut légiférer le Parlement. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ces matières dans fait état l'article 71 dans lesquelles peut intervenir le Parlement. Il y a d'autres matières, d'autres domaines dans lesquels peut intervenir le Parlement et dont font état d'autres articles de la Constitution. Donc, outre les domaines prévus dans l'article 71 de la Constitution, il y en a d'autres dont fait état d'autres articles de la Constitution. Il n'y a pas que, les matières dont fait état l'article 71, il n'y a pas que ces matières-là dans lesquelles peut intervenir le Parlement. Il y a d'autres domaines indiqués par d'autres articles de la Constitution. D'accord? Comme par exemple, je vous donne quelques exemples, hein, je ne vais pas énumérer toutes les matières dans l'état les articles de la Constitution. Par exemple, la définition des règles garantissant aux candidats aux élections l'accès équitable aux médias publics. Et c'est l'article 11 de la Constitution qui fait état de cette matière. Par exemple, il y a l'article 18 qui parle de la création des institutions consultatives et de bonne gouvernance
au sein desquels les Marocains résidant à l'étranger peuvent participer. C'est l'article 18 qui parle de ça. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas que l'article 71 qui fait état des matières dans lesquelles peut intervenir le Parlement. Il y a d'autres articles dans la Constitution qui définissent les matières ou les domaines dans lesquels peut légiférer le Parlement, dans lesquels peut intervenir le Parlement. Parmi aussi, je peux citer également un autre domaine dans lequel peut intervenir le Parlement. On a déjà parlé de ça. Il concerne l'approbation préalable des parlements d'un certain nombre de traités. On a déjà parlé de ça. Est-ce que vous me suivez ou pas? L'approbation préalable du Parlement d'un certain nombre de traités avant quoi? Avant leur ratification par le roi. Enfin, l'approbation. Ces traités-là doivent être approuvés par le Parlement avant leur ratification. Voilà un autre domaine d'intervention, des parlements. Si vous vous souvenez bien, il s'agit là des traités de paix, des traités de commerce, traités de délimitation des frontières. Aussi, il y a des traités qui engagent les financements de l'État, etc. Donc, un certain nombre de traités qui sont bien sûr indiqués à titre limitatif par la Constitution. Ces traités-là doivent être approuvés par le Parlement avant leur ratification. Voilà un autre domaine d'intervention du Parlement. Comme je l'ai dit, je ne vais pas énumérer toutes les matières dans lesquelles peut intervenir le Parlement. Simplement là, je vous donne quelques exemples du domaine, quelques exemples des matières dans lesquelles peut intervenir le Parlement. Il ne faut pas oublier aussi un autre domaine très important, un autre domaine d'intervention du Parlement. C'est un domaine très important, il s'agit de la révision constitutionnelle. C'est une compétence que partage le Parlement avec qui? C'est une compétence que partage le Parlement avec qui? Avec le roi. Et qui a le droit de prendre l'initiative de révision constitutionnelle? Le chef du gouvernement. C'est une compétence que partage le Parlement avec le roi et le chef du gouvernement. C'est-à-dire les autorités qui ont le droit de prendre l'initiative de révision constitutionnelle, il s'agit des rois, des chefs du gouvernement, mais aussi des parlements. Donc le Parlement a bien sûr le droit de prendre l'initiative de révision constitutionnelle. Mais comme vous le savez, la proposition de révision constitutionnelle qui émane bien sûr du Parlement ne peut être adoptée que par un vote à la majorité de 2 tiers. Pour quelle révision? Pour quelle proposition de révision constitutionnelle émanant des parlements, pour qu'elle soit adoptée, il faut qu'elle soit votée à la majorité de 2 tiers.
le tiers des membres appartenant à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers. Et pour que cette proposition de révision constitutionnelle émanant du Parlement, pour qu'elle soit définitivement adoptée, il faut qu'elle soit, cette proposition de deuxième, il faut qu'elle soit adoptée par le peuple par voie de référendum, pour que la proposition de deuxième constitutionnelle du Parlement qu'elle soit émanée du Parlement ou des chefs du gouvernement ou des rois, pour que la révision constitutionnelle soit définitivement la proposition de résolution, pour qu'elle soit définitivement adoptée, il faut qu'elle soit, bien sûr, adoptée par voie de référendum. Parmi aussi, c'est important, parmi aussi il y a également relève aussi de la compétence du Parlement ce qu'on appelle les lois organiques. Ce qu'on appelle les lois organiques. Les lois organiques, aussi bien sûr, ça relève également de la compétence du Parlement. Vous trouverez la définition de ce qu'on entend par les lois organiques. Voilà ce qu'on peut dire. Les lois organiques sont des lois qui ont pour fonction de compléter, de compléter la Constitution. De compléter la Constitution. Les lois organiques sont des lois qui ont pour fonction de compléter la Constitution. Ce sont des lois qui complètent la Constitution. Et de ce fait-là, c'est-à-dire puisque les lois organiques complètent la Constitution, de ce fait-là, les lois organiques sont considérées comme supérieures par rapport aux lois ordinaires. Elles sont supérieures par rapport aux lois ordinaires. Et lorsqu'on dit qu'elles sont supérieures, c'est-à-dire si une loi ordinaire contredit une loi organique, elle est considérée comme une loi inconstitutionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas conforme à la inconstitutionnelle. Puisque les lois organiques complètent la Constitution, de ce fait-là, ces lois organiques sont supérieures par rapport aux lois ordinaires. Et puisqu'elles sont supérieures aux lois ordinaires, donc elles ne doivent pas bien sûr contredire les lois ordinaires, ne doivent pas contredire les lois organiques, sinon elles sont considérées comme inconstitutionnelles. Ces lois-là, ces lois de ce qu'on appelle les lois organiques, sont définies, sont déterminées, sont indiquées à titre limitatif dans la Constitution. Il y a, je crois, 18 ou 19 lois organiques. Je peux citer quelques-unes, par exemple, comme la loi organique qui définit le processus de mise en œuvre des caractères officiels de la langue amazigh, par exemple. Il y a aussi la loi organique qui définit les règles relatives à la constitution des partis politiques, à leurs activités, aux critères d'octroi des sociétés financières de l'État, etc. Voilà une autre loi organique. Bon, par exemple, il y a aussi la loi organique qui fixe les conditions et les modalités d'exercice par les citoyennes et les citoyens des droits de présenter des motivations en matière législative. Je parlerai de ça après, de manière un peu détaillée. Il y a aussi la loi organique qui précise les conditions et les formes dans lesquelles le droit de grève peut s'exercer. Donc voilà quelques. Il y a aussi, si vous voulez, je ne peux pas énumérer toutes les lois, tout simplement, je vous donne quelques exemples de ce qu'on appelle les lois organiques. Par exemple, les lois organiques qui précisent les règles d'organisation de la Cour
loi constitutionnelle, de son fonctionnement, de sa composition, etc. Voilà quelques exemples de ce qu'on appelle les lois organiques. Si vous voulez une dernière loi organique, par exemple, c'est celle qui définit la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil économique, social et environnemental. المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي donc le Conseil économique, social et environnemental. C'est la loi organique, bien sûr, qui détermine la composition, le fonctionnement aussi, les attributions de ce Conseil. Voilà quelques exemples de ce qu'on appelle les lois organiques. Ce qu'on doit retenir tout simplement lorsque on évoque les lois organiques, ce sont des lois. Si jamais je pose la question, comment définit-on une loi organique? En fait, simplement, une loi organique, c'est une loi qui complète, sa fonction, c'est de compléter la Constitution. De compléter la Constitution. Les lois organiques sont définies d'une manière limitative dans il y a 18 ou 19 lois organiques dont fait état, bien sûr, la Constitution. Ce qu'on doit retenir aussi, c'est qu'il y a une remarque très très importante. Toutes les constitutions marocaines, à partir de la première constitution, qui date de 1962 jusqu'à la constitution de 1996. Toutes ces constitutions-là, c'est-à-dire toutes ces constitutions-là antérieures à celle qui a été adoptée en 2011, c'est-à-dire la dernière constitution de 2011. Toutes ces constitutions-là n'ont pas fixé de délai, au cours desquels les lois organiques devront être adoptées par le Parlement. Toutes ces constitutions-là n'ont pas fixé de délai au cours desquels les lois organiques devront être adoptées par le Parlement. On n'a pas fixé de délai. On a parlé des lois organiques, mais on n'a pas fixé de délai. C'est quoi c'est la fixe de délai au cours desquels ces lois devront être adoptées par le Parlement. Seule la Constitution de 2011, on a fixé un délai. Qu'est-ce qu'elle dit, la Constitution? Elle dit, la Constitution de 2011, elle dit que toutes ces lois organiques indiquées dans la Constitution 2011 devront être adoptées au cours de la première législature qui suivra l'adoption de la Constitution. Donc, toutes les lois organiques dont fait état la Constitution devront être adoptées par le Parlement au cours de la première législature qui suivra l'adoption de cette Constitution, l'adoption de la Constitution de 2011. Malheureusement, on n'a pas respecté la Constitution. Comme vous le savez, il reste aujourd'hui. Ça y est, la législature c'est fini, la législature. La législature de 2011 jusqu'à 2016, ça c'est fini, jusqu'à avant les élections, avant les dates d'élection, c'est fini. Mais on n'a pas adopté, le Parlement n'a pas adopté toutes les lois organiques, contrairement à ce que dit la Constitution. La Constitution
dit quoi? Elle dit que toutes les lois organiques devront être adoptées au cours de la première législature qui suivra l'adoption de la Constitution. C'est vrai, le Parlement a adopté la majorité des lois organiques, mais quand même il reste, je crois, trois lois organiques qui ne sont pas adoptées par le Parlement au cours de cette législature qui commence de 2011 et qui se termine en 2016. Vous avez bien compris? 2016. Il s'agit là de la loi organique relative à la grève. Elle n'est pas encore adoptée par le Parlement. Il y a aussi la loi organique qui concerne la langue amazigh, etc. Cette loi organique, elle n'est toujours pas adoptée par le Parlement jusqu'au aujourd'hui. Voilà pour ce qui concerne le domaine de la loi. Le domaine de la loi. Je vais évoquer également au cours de cette séance un autre point qui, ce point-là, il concerne la création législative non parlementaire. La création législative non parlementaire. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on entend par la création législative non parlementaire? C'est-à-dire ce n'est pas le Parlement qui légifère. Ce sont d'autres organes. Quand je parle d'autres organes, là, je fais allusion au gouvernement et au roi. Tout simplement, et au roi. Mais la loi, c'est le principe. Hein. La loi relève de la compétence de qui? La loi. Du Parlement. Donc la loi relève de la compétence du Parlement. C'est le principe. C'est le Parlement qui légifère. C'est le Parlement qui écrit la loi. C'est lui. C'est sa compétence. C'est le principe. Mais il y a quelques exceptions. Quelques exceptions. C'est-à-dire, quelques exceptions, c'est-à-dire la loi peut ne pas émaner du Parlement. La loi peut émaner d'un autre organe autre que le Parlement. Comme par exemple le gouvernement ou le roi. Quelles sont ces exceptions? Là, vous trouverez dans le polycope trois exceptions. Il y a une autre exception. Un autre cas d'exception, je vais en parler bien sûr. Premier cas, j'ai déjà posé cette question, s'il vous plaît, il faut bien écouter. J'ai déjà posé la question, quels sont les cas où les lois n'émanent pas du Parlement. J'ai déjà posé cette question. Les cas où la loi n'émane pas des Parlements. Je peux, c'est pas sûr, mais je peux reposer cette question, je peux la reposer, je peux. C'est pour ça que je dis, il faut bien écouter. Quels sont ces cas d'exception? Je dis bien que le principe, c'est quoi le principe? Le principe, c'est que les lois
émane des parlements. La loi vient des parlements. C'est sa compétence. C'est le principe. Mais ce principe-là n'est pas absolu. Il admet quelques exceptions. Quand je dis il admet quelques exceptions, c'est-à-dire que la loi peut ne pas venir de la loi, des parlements. La loi peut ne pas émaner des parlements. Elle peut émaner d'autres organes que le Parlement. Je fais ici allusion au gouvernement et au roi, mais aussi aux citoyens. Et je vais en parler. D'abord, pour ce qui concerne le gouvernement, il y a, c'est marqué dans le volet européen, le cas de délégation législative. Le cas de la délégation législative régi par l'article 70 de la Constitution. Qu'est-ce qu'il dit cet article? Il dit une loi d'habilitation peut autoriser le gouvernement, vous pouvez suivre, parce qu'il y a cet article-là, j'ai vu cet article dans le volet européen. Une loi d'habilitation peut autoriser le gouvernement pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé à prendre par décret des mesures qui sont normalement des domaines de la loi. Là, c'est un cas où le gouvernement peut intervenir en matière législative. Ce qu'on appelle le cas de délégation législative régie par l'article 70. Qu'est-ce que ça veut dire là? Une loi d'habilitation peut autoriser le gouvernement pendant un délai déterminé et en vue d'un objectif déterminé à prendre par décret des mesures qui sont normalement les domaines de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication et doivent être soumis au terme des délais fixés par la loi d'habilitation à la ratification des parlements. Tout simplement, ce qu'on peut retenir par ça, c'est que, selon l'article 70, c'est que le Parlement peut autoriser. Le Parlement peut autoriser le gouvernement de légiférer dans une matière qui relève du domaine des parlements. Tout simplement. Le Parlement peut autoriser. Il peut autoriser qui? Il peut autoriser le gouvernement de légiférer à sa place. Mais légiférer à sa place, ce n'est pas dans tous les domaines. Non. Tout simplement dans une matière qui relève, bien sûr, de la compétence des parlements, dans une matière bien définie. Et pour un délai déterminé. Donc, en d'autres termes, c'est que le Parlement peut, notez cela, peut autoriser le gouvernement de légiférer à sa place. Mais le Parlement autorise le gouvernement de légiférer dans une matière bien déterminée. Et pour un délai défini, c'est pas pour tout le temps, bien sûr, pour un délai limité. Le gouvernement, il légifère comment?
Je dis que le Parlement autorise le gouvernement à légiférer dans ces matières. En prenant quoi? En prenant un décret. Un décret. Le gouvernement peut intervenir, bien sûr, en légiférant dans cette matière, par un décret. Et ce décret-là, bien sûr, doit être ratifié. Ratifié par qui? Ratifié par le Parlement. Vous n'avez pas bien compris, je crois. Est-ce que vous avez bien compris? Pourquoi vous n'avez pas compris? L'article 70, qu'est-ce qu'il dit l'article 70? Bon. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que j'ai dit que les lois émanent des parlements. D'accord? Il y a des exceptions. Quelles sont ces exceptions-là? La première exception, c'est que c'est le Parlement lui-même, le Parlement autorise le gouvernement. Il l'autorise à légiférer à sa place. À légiférer, bien sûr, à sa place. C'est le gouvernement qui donne ce droit au gouvernement. Dans ce qu'on appelle dans une loi d'habilitation. Qanun al-Idhn, dans une loi d'habilitation. Le Parlement donne le droit au gouvernement de légiférer à sa place. Le gouvernement doit bien sûr légiférer, mais dans une matière bien définie, bien déterminée, et pour un délai limité. D'accord? Le gouvernement, lorsqu'il légifère à la place du Parlement, par quoi il légifère, le gouvernement? Il légifère par quoi? Par un décret. Par un décret. Donc, il prend des mesures législatives, se forme d'un décret. D'accord? Mais, ces mesures-là, qui sont prises sous forme d'un décret, ces mesures-là, qui sont prises sous forme de décret, doivent être ratifiées par le Parlement. Elles doivent, bien sûr, recevoir l'approbation des parlements. Ces mesures-là, législatives, prises sous forme de décret, doivent être ratifiées par le Parlement avant leur publication. C'est tout simplement ce qu'on doit retenir, tout simplement, pour ne pas compliquer les choses. C'est que tout simplement, le Parlement autorise, il donne le droit, autorise le gouvernement de légiférer à sa place. Tout simplement, le Parlement autorise le gouvernement de légiférer dans une matière bien définie. Dans une matière. Et ça, le gouvernement n'a pas le droit de légiférer dans toutes les matières. Dans une matière bien définie. Et cette matière bien définie, c'est la loi d'habilitation qui va déterminer quelle est la matière, quel est le domaine dans lequel peut intervenir le gouvernement. Bien sûr, le gouvernement, le gouvernement qui est autorisé par le Parlement de légiférer à sa place, bien sûr, il prend des mesures législatives sous forme de décret. Et ce décret-là, il doit être ratifié. Il doit être ratifié avant sa mise, avant sa publication. Ce qu'on doit retenir, pour ne pas compliquer, comme je l'ai dit, c'est que parfois, c'est la Constitution qui donne ça,
qui parlent de ça, c'est que le Parlement peut autoriser le gouvernement. Le Parlement peut autoriser le gouvernement de légiférer à la place du Parlement. D'accord? Pour noter cela, tout simplement, donc, il s'agit là d'une sorte de délégation de pouvoir donnée par le Parlement pour légiférer à sa place dans une matière déterminée et dans un temps limité. Un deuxième cas, où les lois émanent du gouvernement c'est l'article 81 de la Constitution qui en fait état. Voilà ce que nous dit l'article 81. Le gouvernement peut prendre dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions concernées des deux chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à ratification de celui-ci. Le gouvernement peut prendre dans l'intervalle des sessions. Il y a combien de sessions parlementaires ordinaires? Il y a combien de sessions parlementaires ordinaires? 2 sessions. La première session parlementaire ordinaire commence le 2e vendredi du mois d'octobre et se termine la première session. Les sessions parlementaires durent 4 mois. D'accord? 4 mois. La première session ordinaire parlementaire commence le 2e vendredi du mois d'octobre et se termine la 2e semaine du mois. Vous comptez 4 mois. Octobre, novembre, décembre, janvier, février. La première session ordinaire parlementaire commence le 2e vendredi du mois d'octobre, elle se termine la 2e semaine du mois de février. 4 mois. La 2e session parlementaire ordinaire commence le 2e vendredi du mois d'avril. Donc, de février à avril, il y a combien? 2 mois. 2 mois. 2 mois. C'est pas que vous me regardez comme ça. Est-ce que vous avez bien compris ou pas? C'est pas j'ai l'impression que vous avez compris. Alors que je parle clairement, je sais pas. Il y a 2 sessions parlementaires ordinaires. 2 sessions parlementaires. La première commence le 2e vendredi du mois d'octobre, se termine la 2e semaine du mois de février. La deuxième session parlementaire ordinaire commence le 2e vendredi d'avril. Donc, de février à avril, il y a 2 mois. 2 mois de vacances parlementaires. Donc, la 2e session commence le 2e vendredi du mois d'avril et elle se termine toujours 4 mois. Elle doit durer 4 mois. Elle se termine la 2e semaine
du mois d'août. Août, septembre, octobre. De août à octobre, il y a 2 mois de vacances. Pourquoi je suis obligé de dire ça? Parce que quand on dit, le gouvernement peut prendre donc l'intervalle des sessions. C'est quoi l'intervalle des sessions? L'intervalle des sessions, c'est-à-dire pendant les vacances parlementaires. Pendant les vacances parlementaires. L'intervalle des sessions. L'interdiction, c'est-à-dire, dans l'interdiction, c'est-à-dire pendant les vacances parlementaires. C'est-à-dire dans l'intervalle des sessions ordinaires. Le gouvernement, dans l'intervalle des sessions, lorsque le Parlement se trouve en vacances, lorsque le Parlement est en vacances, le gouvernement peut prendre, avec l'accord des commissions concernées des 2 chambres, et pour prendre quoi? Des décrets de loi. Des décrets de loi. C'est-à-dire là, il légifère, le gouvernement, dans l'intervalle des sessions, il peut légiférer à la place du Parlement. En prenant ce qu'on appelle des décrets de loi. C'est quoi des décrets de loi? Des décrets de loi. Les décrets de loi sont des actes pris par le gouvernement dans une matière qui relève de la compétence des parlements. Voilà ce qu'on appelle les décrets de loi. Les décrets de loi sont des actes pris par le gouvernement dans des matières qui relèvent de la compétence du Parlement. Mais, un autre point important, ces décrets-lois doivent être pris par le gouvernement avec l'accord de qui? Avec l'accord de qui? Avec l'accord des commissions permanentes concernées. Qu'est-ce que ça veut dire? Les commissions permanentes concernées. Si par exemple un décret-loi porte sur une question qui relève de l'enseignement. J'ai dit au cours des sciences que le choix de la commission permanente se fait selon sa spécialisation. Si par exemple un décret-loi concerne une question qui relève de la culture, qui relève de l'enseignement, il faut l'accord de qui là? Il faut l'accord des commissions de l'enseignement, des 2 commissions permanentes, une appartenant à la Chambre des représentants et une autre appartenant à la Chambre des conseillers. Ces décrets-lois doivent être, bien sûr, pris avec l'accord des commissions permanentes. Et un autre point, ces décrets-lois doivent être ratifiés par qui? Ratifiés par le Parlement au cours de la session ordinaire suivante du Parlement. Un autre cas. Je suis sûr que vous l'avez compris. Ça, je suis sûr. Vous avez bien compris ou pas? Le deuxième cas. Deuxième cas, c'est quoi le deuxième cas? C'est que le gouvernement peut légiférer à la place du Parlement. Quand dans l'intervalle des sessions parlementaires. C'est quoi dans l'interprétation? Pendant les vacances des parlements, le gouvernement peut intervenir dans ces matières qui relèvent bien sûr des parlements. Il peut légiférer à la place des parlements. Par quoi il peut légiférer? Par ce qu'on appelle des décrets-lois. Des décrets-lois.
Les décrets-lois, c'est quoi les décrets-lois? Les décrets-lois sont des actes pris par le gouvernement dans des matières qui relèvent du domaine du Parlement. Bien sûr, ces décrets-lois doivent être pris avec l'accord des commissions permanentes concernées. Et ces décrets-lois doivent être ratifiés par le Parlement au cours, bien sûr, au cours de la session. Au cours exactement. Voilà. Un autre cas. Où la loi n'émane pas du Parlement. Elle émane, cette fois-ci, du roi. Le roi peut légiférer. Quand le roi peut-il légiférer à la place des parlements? Lorsque le roi dissout le Parlement ou tout simplement une chambre seulement. Il peut dissoudre le Parlement, c'est-à-dire les deux chambres parlementaires, la chambre des représentants et la chambre des conseillers. Il peut dissoudre qu'une seule chambre, soit la chambre des conseillers ou la chambre des représentants. L'article 97, vous trouvez ça dans le Polycode, qu'est-ce qu'il dit? Il dispose que l'élection des nouveaux parlements ou de la nouvelle chambre intervient 2 mois au plus tard, 2 mois au plus tard après la dissolution. La question qui se pose, c'est que entre-temps, c'est quoi entre-temps? C'est-à-dire entre la dissolution des parlements et la réélection du Parlement, entre-temps, c'est ça. C'est-à-dire entre la date de la dissolution du Parlement et sa réélection. On n'a pas de Parlement. Dans ce cas-là, on n'a pas de Parlement entre la dissolution et sa réélection. En l'absence du Parlement, qui a le droit de légiférer? Qui a le droit de légiférer? Là, je dois faire une distinction entre la Constitution actuelle de 2011. Elle ne dit rien, cette Constitution. Mais les autres constitutions, elles étaient claires. Elles disaient que, entre-temps, c'est-à-dire entre la dissolution des parlements et sa réélection, c'est le roi qui doit légiférer. En l'absence, bien sûr, du Parlement. Voilà ce que nous dit, par exemple, l'article 72 de la Constitution de 1996. Parce que le roi, elle le dit clairement, le roi exerce entre-temps, outre les pouvoirs qui lui sont reconnus par la présente Constitution, ceux dévolus au Parlement en matière législative. Donc la Constitution, là, l'article 72 de la Constitution de 1996, cet article, il est clair. C'est-à-dire, en l'absence du Parlement, c'est le roi qui légifère. L'article 72, il le dit clairement. Parce qu'il dit, voilà, le roi exerce entre-temps, c'est-à-dire entre la dissolution du Parlement et sa réélection, outre les pouvoirs qui lui sont reconnus par la présente Constitution, ceux dévolus au Parlement en matière législative. Il le dit clairement, cet article. Bien sûr, le roi exerce
outre ces fonctions, outre ces pouvoirs qui sont indiqués, qui sont définis par la Constitution, outre ces pouvoirs-là, il exerce aussi les pouvoirs dévolus au Parlement en matière législative. Donc ça, là, c'est clair. Donc c'est le roi qui exerce le pouvoir législatif en l'absence du Parlement. En l'absence du Parlement. Entre la dissolution des parlements et sa réélection, c'est le roi qui exerce le pouvoir législatif. Toutes les autres constitutions, elles le disent clairement, mais la dernière constitution de 2011, elle est restée muette, elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Tout simplement, ce qu'elle dit la Constitution, c'est que l'article 97 de la Constitution dispose que l'élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient 2 mois au plus tard après la décision. Voilà ce que nous dit cette Constitution de 2012. Elle nous dit tout simplement cela. Elle nous dit que l'élection, lorsque bien sûr le roi dissout le Parlement, tout simplement l'élection des nouveaux gouverneurs, du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient 2 mois au plus tard après la dissolution. Le roi dissout le Parlement ou l'une des 2 chambres, d'accord? Sa réélection intervient au plus tard 2 mois. Au plus tard 2 mois après la dissolution du Parlement ou de l'une des chambres parlementaires. Mais concernant qui a le droit de légiférer entre-temps, qui a le droit de légiférer pour l'absence des parlements, la dernière Constitution ne dit rien. Elle est restée, comme j'ai dit, elle est restée muette. Selon certains juristes, qu'est-ce qu'ils nous disent, certains juristes? Ils nous disent tout simplement que c'est le roi qui doit, c'est le roi, en temps, c'est le roi qui doit légiférer. Qui doit légiférer à la place des parlements en l'absence de celui-ci. Et ces juristes-là se fondent pour dire cela, pour dire que le roi c'est lui qui doit légiférer en l'absence des parlements. Ils se fondent sur l'article 42 de la nouvelle Constitution. Qu'est-ce qu'il dit l'article 42? Le roi est le représentant suprême de l'État et le garant de sa pérennité et de sa continuité. Voilà ce que dit l'article 42. Et les juristes, voilà comment ils justifient, comment ils justifient le fait qu'en absence des parlements, c'est le roi qui doit légiférer à la place des parlements. Voilà comment ils justifient. Vous trouvez ça dans les mots? La continuité de l'État, exigeant la continuité des pouvoirs législatifs, et l'institution législative étant absente, donc c'est le roi, garant de la continuité de l'État, qui détient ce pouvoir. Le roi, c'est le garant de la continuité de l'État. Et le Parlement étant absent, le roi qui est garant de la continuité de l'État, c'est logique pour ces juristes-là que le roi, c'est lui qui doit légiférer en l'absence des parlements. Je pense, moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette lecture, avec cette interprétation. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, si on se réfère
Écoutez bien, parce que c'est important. Si on se réfère à l'article 42, mais à l'article 40, si on se réfère à l'alinéa 3, l'alinéa 3 de l'article 42, qu'est-ce qu'il dit? Le roi exerce par derrière des pouvoirs qui lui sont expressément, non, notez cela, c'est pas c'est important, notez cela. L'alinéa 3 de l'article 42. L'alinéa 3 de l'article 42, vous mettez deux points entre guillemets. Le roi exerce par derrière des pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par la présente Constitution. Le roi exerce par derrière des pouvoirs qui lui sont expressément. Vous soulignez le mot expressément dévolu par la présente Constitution. Par la présente Constitution. Qu'est-ce que vous comprenez quand on dit l'exerce par derrière des pouvoirs qui lui sont expressément? Dans la Constitution, bien sûr, dans la Constitution, il y a la Constitution fait des pouvoirs du roi. D'accord? Et ces pouvoirs, ils sont bien définis. Et quand on dit, dans l'article 43, alinéa 42, alinéa 3, il dit le roi exerce par derrière des pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par la présente Constitution. C'est-à-dire, en d'autres termes, il n'y a aucun article clair qui donne au roi de légiférer à la place des parlements en cas de son absence. Tout simplement, le roi exerce expressément les pouvoirs qui sont définis d'une manière claire dans la Constitution. Puisque la Constitution n'a pas parlé de ça, n'a pas parlé du fait que le roi, en l'absence des parlements, c'est lui qui va prendre sa place, c'est lui qui va légiférer à sa place, il n'y a aucun article dans la Constitution qui va dans ce sens. Aucun. Le roi exerce expressément les pouvoirs qui lui sont dévolus par la Constitution. Et les pouvoirs qui sont définis clairement dans la Constitution, ils sont là, ils sont connus, on les connaît, ces pouvoirs. Mais il n'y a aucun article dans la Constitution qui dit que le roi peut exercer le pouvoir législatif en l'absence des parlements. Ce n'était pas le cas pour les constitutions antérieures à la Constitution de 2011. La Constitution de 1996, je l'ai dit il y a un instant, en l'absence des pouvoirs, en l'absence des parlements, c'est le roi qui légifère, qui prend sa place, qui légifère à sa place. Elle le dit clairement, la Constitution 96, 92, etc. Et les autres qui sont depuis la Constitution de 62 jusqu'à la Constitution de 96. En l'absence des parlements, toutes ces constitutions-là nous disent clairement que c'est le roi qui doit prendre la place du Parlement. C'est le roi qui doit légiférer. La dernière constitution, elle ne dit rien.
Elle ne dit rien. Et elle ne dit rien. Puisqu'elle ne dit rien, on ne peut pas, par exemple, dire que c'est le roi qui va prendre la place des parlements. Le roi exerce ses pouvoirs, bien sûr, par derrière, des pouvoirs qui lui sont expressément, c'est-à-dire qui lui sont clairement définis dans la Constitution. Il n'y a aucun article dans la Constitution qui donne au roi le droit de légiférer à la place du Parlement en l'absence de celui-ci, en l'absence des parlements. Donc cette interprétation des juristes qui se fonde sur l'article 42, disons que le roi est le représentant suprême de l'État et le garant de la continuité de l'État, cette interprétation, à mon sens, elle n'est pas fondée. Elle n'est pas bien fondée. Elle n'est pas convaincante. Pourquoi elle n'est pas convaincante? Tout simplement, comme je l'ai dit, l'article 42 dans son alinéa 3 dit clairement que le roi exerce par derrière des pouvoirs qui lui sont expressément, qui lui sont clairement définis par la Constitution. Et puisqu'il n'y a aucun article dans la Constitution qui donne au roi le droit de légiférer à la place du Parlement en cas de son absence, on ne peut pas dire que le roi a le droit de légiférer en l'absence du Parlement. Il n'y a aucun article. Très bien. Un dernier cas que vous ne trouverez pas dans le polycompe, je serai là obligé de le dicter et ça va prendre un peu de temps parce que vous allez écrire, c'est pas peut-être 2 pages ou 3 pages. C'est un peu long. Donc vous mettez là, c'est toujours, je parle ici de quoi? Des cas où les lois n'émanent pas du Parlement. Elles émanent d'autres soutiens que le Parlement. D'accord? Vous mettez un dernier cas. Vous notez. Un dernier cas doit aussi. Si je prononce mal, vous m'arrêtez. Hein, vous me dites que, monsieur, on n'a pas bien entendu ce mot-là, parce que parfois je prononce mal. C'est pas ma faute, mais c'est comme ça. Un dernier cas doit aussi être cité. Un dernier cas doit être cité parmi des lois n'étant pas l'œuvre du Parlement. L'œuvre du Parlement. Voilà. Il s'agit du cas prévu par l'article 14, de la Constitution. Il s'agit des cas prévus par l'article 14 de la Constitution qui donne aux citoyens
On ne parle plus du gouvernement ni des rois, on parle des citoyens. Donc les citoyens ont le droit de prendre l'initiative en matière législative. C'est nouveau. C'est parmi les innovations apportées par la dernière constitution. Les citoyens ont le droit de proposer, de prendre l'initiative en matière législative. C'est la première fois qu'on donne aux citoyens ce droit-là. Il s'agit donc des cas prévus par l'article 14 de la Constitution qui donne aux citoyens le droit de présenter des motions, on dit en arabe des motions en matière législative. Voilà. L'article en question stipule en effet que vous mettez entre guillemets que les citoyennes et les citoyens disposent dans les conditions et selon les modalités fixées par une loi organique du droit de présenter des motivations, vous mettez entre parenthèses motion, des droits de présenter des motivations, entre parenthèses ou motion, en matière législative. Vous fermez les guillemets, point. En application de l'article 14 de la Constitution, en application de l'article 14 de la Constitution, une loi organique numéro 64 1 trillion 14 64 trillion 14 une loi organique numéro 64 14 a été promulguée par Daher numéro 1 trillion 16 trillion 108 du
28 juillet, du 28 juillet 2016, du 28 juillet 2016, et publié au bulletin officiel, le 18 août, publié au bulletin officiel, le 18 août 2016. À la ligne, la loi organique a précisé dans l'article 2, la loi organique a précisé dans l'article 2 le sens de la motion en matière législative, comme, entre guillemets, comme toute initiative présentée par des citoyennes. La loi organique a précisé dans l'article 2 le sens de la motion en matière législative, comme toute initiative présentée par des citoyennes et des citoyens dans le but de participer à la vie législative. Vous faire une guillemets, point. À la ligne, pour que la motion soit recevable, elle doit remplir certaines conditions. Pour que la motion soit recevable, elle doit remplir certaines conditions qu'on peut énumérer comme suit. Deux points. À la ligne, au métier 1. Les citoyennes et les citoyens qui ont pris l'initiative d'élaborer la motion, les citoyennes et les citoyens qui ont pris l'initiative d'élaborer la motion, et ceux et celles, au pluriel bien sûr, et ceux et celles qui ont exprimé leur appui à cette motion, doivent jouir de leurs droits civils, et politiques
inscrit sur les listes électorales générales. Doit jouir de droits civils et politiques et être inscrit sur les listes électorales générales. Point 2. Deuxième condition. La motion doit porter sur les matières. La motion doit porter sur les matières qui relèvent du domaine de la loi. La motion doit porter sur les matières qui relèvent du domaine de la loi, conformément. La motion doit porter sur les matières qui relèvent du domaine de la loi, conformément aux dispositions de la Constitution. On mettait entre parenthèses article 3 de la loi organique. Article 3 de la loi organique. 3. C'est-à-dire une troisième condition. 3. Elle ne doit pas, c'est la motion, elle ne doit pas comporter des propositions. Elle ne doit pas comporter des propositions qui portent atteinte au pluriel, aux constantes fédératrices de la nation. Elle ne doit pas comporter des propositions qui portent atteinte aux constantes fédératrices de la nation relatives à l'islam, à l'unité nationale, à la forme monarchique de l'État, au choix démocratique, et aux acquis en matière de liberté et de droits fondamentaux tels que prévus par la Constitution. Point. Mettez article 4, alinéa 2 de la loi organique. Article 4, alinéa 2 de la loi organique.
la ligne 4, quatrième condition. Vous êtes fatigué? Un peu de patience. 4. Il n'en reste pas beaucoup. La motion ne doit pas se rapporter à la révision de la Constitution. La motion ne doit pas se rapporter à la révision de la Constitution, aux lois organiques, à la loi d'amnistie, العفو العام, amnistie. Au texte relatif au domaine militaire, à la sécurité intérieure et extérieure de l'État, à la sécurité intérieure et extérieure de l'État, et ne doit pas contenir des propositions, qui sont contraires aux traités internationaux, ne doit pas contenir des propositions qui sont contraires aux traités internationaux que le Maroc a ratifiés, et auxquels il a adhéré. Ne doit pas contenir des propositions qui sont contraires aux traités internationaux que le Maroc a ratifiés et auxquels il a adhéré. Entre parenthèses, article 4, alinéa 3 et 4. Toujours, je parle ici de la loi organique, bien sûr, 64 et 14. Article 4, alinéa 3 et 4. Une dernière condition, 5. Une dernière condition de la recevabilité, de la motion, une dernière condition de la recevabilité de la motion, c'est qu'elle doit être signée, par au moins 25 000 citoyennes et citoyens. Une
dernière condition de la recevabilité de la motion, c'est qu'elle doit être signée par au moins 25 000 citoyennes et citoyens. On était, entre parenthèses, article 7, alinéa 2. À la ligne, la motion est déposée. La motion est déposée ou envoyée par courrier électronique ou envoyée par courrier électronique en priorité au bureau de la Chambre des représentants. La motion est déposée ou envoyée par courrier électronique en priorité au bureau de la Chambre des représentants. On est entre parenthèses article 8, alinéa 1. Alinéa 1. À la ligne, toutefois, la motion comportant des propositions relatives. Toutefois, la motion comportant des propositions relatives aux collectivités territoriales, au développement régional ou aux affaires sociales, doit être déposée ou envoyée en premier lieu au bureau de la Chambre des conseillers. Au bureau de la Chambre des conseillers. À la ligne, une fois la motion est acceptée, elle est diffusée. À tous les membres, c'est-à-dire elle est diffusée à tous les membres de la Chambre parlementaire concernée et soumise pour examen et discussion à la commission parlementaire compétente, en fonction de son objet. À la ligne, dans le cas où la motion est rejetée, la décision du rejet doit être motivée. Dans le cas où la motion est rejetée, la décision du rejet doit être motivée, mais elle n'est susceptible d'aucun recours. D'aucun
Dans le cas où la motion est rejetée, la décision des rejets doit être motivée, mais elle n'est susceptible d'aucun recours.